Comment résoudre les conflits intercommunautaires au Burkina Faso? Des conflits qui font chaque année de nombreuses victimes. Les associations Tabital Poulakou et Valde Fulde sont réunies à Bobo Dioulasso autour de cette problématique. Journée nationale du paysan, la rencontre entre les paysans de notre pays et le président du Faso aura lieu cette année à Fadangourma. Le ministre en charge de l'agriculture supervise les préparatifs. Et puis la Banque africaine de développement dans des régions de notre pays, la banque qui finance des infrastructures hydrauliques, veut par ses visites voir l'impact de ces ouvrages sur la vie des populations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le grand journal de la télévision nationale du Burkina Faso. En marge de la foire du Fonio et du Niébé de Bomboroki tenue cette semaine, le Premier ministre Benyo Luc Adolphe Thiaw a visité le centre de santé et de promotion sociale de la localité. Compte rendu signé Paul Sawadro. C'est un Premier ministre soucieux du développement local qui a échangé avec les producteurs et transformateurs du Fonio et du Niébé de Bomboroki. Les acteurs ont saisi cette tribune d'échange pour exposer au chef du gouvernement les difficultés qu'ils rencontrent dans leur secteur d'activité. En réponse aux différentes préoccupations, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la filière Fonio et Niébé de Bomboroki. Je voudrais vraiment vous encourager à continuer et dire que j'ai bien pris note dans de vos doléances et nous ferons en telle sorte que la production puisse encore se développer dans la région et que cette fois prenne encore une importance encore grande par rapport donc à ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des engagements que j'ai pris déjà. La maison du Fonio, nous allons donc la reprendre et j'espère que ce sera un véritable espace qui permettra donc justement d'échanger les meilleures pratiques, qui permettra d'ouvrir en même temps une boutique permanente. En tout cas, il faudra faire un centre d'animation donc du Fonio. Plus du chef du gouvernement, les ministres en charge du commerce et de la recherche scientifique ont expliqué les différents atouts que présentent les départements pour booster la production et la commercialisation du Fonio et du Niébé. Avant la rencontre avec les producteurs et transformateurs du Fonio et du Niébé, le premier a mis la maison du Fonio et le centre de santé et de promotion sociale de Bomboroki. C'est un centre de santé construit depuis 1947 par l'Église catholique qui est aujourd'hui en déphasage avec les réalités du moment. L'infrastructure est totalement dépassée et ne répond plus du tout aux normes d'un CSPS aujourd'hui qui DERM va évoluer vers un CM. C'est pourquoi, séance tenante, j'ai sollicité la bienveillance de la directrice générale de la LONABE pour construire un centre médical. Ce ne serait même plus un CSPS, il faut parler d'un centre médical. Je peux me réjouir déjà avec la population de Bomboroki que la directrice générale de la LONABE a pris l'engagement de faire construire le centre médical de Bomboroki, si possible d'ici avant la fin de l'année. Autour des bâtiments, le gouvernement va doter le futur centre médical de Bomboroki d'une ambulance, toute chose qui va améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de santé et de la population de Bomboroki. Les associations Tabital Poulakou et Valde Fulde veulent trouver des solutions face aux nombreuses crises intercommunautaires. À travers le thème « La situation sécuritaire, quelle action pour le renforcement de la cohésion intercommunautaire ?» les deux associations se sont retrouvées à Bobo Dioulasso pour une série d'activités de sensibilisation. Le reportage de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. Sensibiliser les acteurs en vue d'amoindrir les conflits intercommunautaires de plus en plus récurrents, c'est l'objectif de cet atelier sur la situation sécuritaire au Burkina. Quelles actions pour le renforcement de la cohésion intercommunautaire placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Projection du film L'éleveur et la terre, le grand malentendu de Newton Ahmed Bari et un panel sur le thème central ont constitué les points d'orgue de cette journée. Un panel animé par des chercheurs et des acteurs de terrain. Aujourd'hui au Burkina, effectivement, les conflits agriculteurs-éleveurs sont récurrents. Et il est clair qu'il ne faut pas le nier, il faut essayer de le comprendre pour pouvoir interagir et agir dessus. Alors, par rapport au conflit agriculteur-éleveur, de mon point de vue, et nous l'abordons un peu dans notre communication, c'est quelle est la spécificité de ce conflit. Et pour comprendre cette spécificité, il faut comprendre la spécificité donc, du foncier pastoral. Il est question donc de travailler ensemble puisque ces deux activités économiques
qui sont ensemble et qui évoluent, notamment lorsqu'il s'agit des ressources naturelles. Maintenant, sur cette question, il faut que les deux acteurs, les deux types d'acteurs, arrivent à cohabiter ensemble de façon à préserver la paix sociale, la paix civile dans notre pays. Cette initiative a donné lieu à une forte mobilisation de la communauté Peul avec une implication des cheikhs et des chefs traditionnels ou amiroubé venus de tout le Burkina. Une mobilisation et une initiative de recherche de paix hautement appréciée par le patron de la cérémonie. Devant moi, je vois des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et qui croient au devenir d'un Burkina où chaque communauté apporte sa pierre pour l'édification d'une collectivité nationale prospère. Cette journée doit être un moment fort de réflexion et de remise en cause pour dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble et à trouver des solutions pour éviter les heurts intercommunautaires souvent dramatiques. Je voudrais également réitérer mes félicitations au gouvernement pour la promptitude de sa réaction chaque fois qu'une situation conflictuelle se produit et ses efforts pour trouver des solutions durables. Organisé par les associations Tabital Poulakou et Walde Fulbe, l'atelier, à en croire ses initiateurs, a fait de Bobo Dioulasso le temps d'une journée Bobo Foulasso. Et puis en marge des travaux, les deux associations se sont retrouvées à l'école franco-arabe de Sikasso Sira pour une prière qui a regroupé de nombreux fidèles. Kwame Bama, Sylvain Vebamba. Ils sont de la communauté Peul, ils sont venus des différentes régions du Burkina à l'appel des associations Tabital Poulakou et de Walde Fulbe, prier pour la paix et prêcher la coexistence pacifique entre les différentes communautés dans notre pays. C'est nécessaire quand même de parler de paix, mais c'est aussi mieux de toujours faire des actions dans ce sens-là. Et c'est pour cela qu'on a réuni quand même des cheikhs et des chefs et quand même quelques notables, ainsi que la population. Au-delà même des paroles, les gens sont investis pour la paix. Et ça montre du reste que vraiment la question de paix est vraiment très importante pour notre communauté. Cette veillée de prière fait partie des actions menées pour le renforcement de la cohésion intercommunautaire. Une cohésion souvent mise à rude épreuve par des conflits entre éleveurs et agriculteurs, d'où la nécessité d'une sensibilisation. La paix commence par soi-même. Si vous-même dans votre cœur là, vous cherchez la paix, eh bien vous aurez la paix. Quand vous êtes dans la circulation par exemple et quelqu'un brûle votre priorité et vous commencez à vous bagarrer, mais c'est pas bon. Il faut pardonner. Il faut toujours pardonner, quoi qu'on vous fasse. S'il y a le pardon dans votre cœur là, je crois qu'il y aura la paix. Et pour tout le monde, parce que si ça commence chez chacun, tout le monde finira par chercher la paix. Une initiative soutenue et encouragée par les autorités, avec au premier rang le président de l'Assemblée nationale qui salue ce geste de foi et cet acte citoyen. Vous savez que le dialogue est important dans la cohésion, dans le développement d'un pays, et cet attachement au dialogue social cimente les collectivités nationales. Prières et bénédictions pour la paix avec de nombreux fidèles auxquels se sont associés les cheikhs et les chefs traditionnels Peul ou Amiroubé venus de tout le Burkina. La paroisse Sacré-Cœur de Thomas a été le point de convergence ce week-end de la jeunesse catholique du Burkina. Cette paroisse a accueilli le premier pèlerinage de la jeunesse catholique. La messe d'action de grâce a été célébrée dimanche dernier par le cardinal Philippe Ouedraogo. Revivons l'événement avec Paul Sawadro. Ce sont des jeunes venus de tous les diocèses qui ont participé à ce premier pèlerinage national de la jeunesse catholique du Burkina. Pendant 72 heures, ils ont pris part à diverses activités qui se sont couronnées par la messe d'action de grâce. Une messe rehaussée par la présence du cardinal Philippe Ouedraogo. Le thème principal de ce pèlerinage était libellé comme suite: jeunesse, foi
et évangélisation. Vous voyez, c'est un thème majeur. Dans l'exhortation post-synodale, le pape Jean-Paul II interpelle tous les fils et filles de l'Afrique appelés à la sainteté, appelés à la mission. Alors la jeunesse prend conscience de cela. La foi est un don de Dieu à accueillir. Dieu nous appelle, l'homme répond et cette intimité avec Dieu ne fait que croître grâce aux efforts des uns et des autres, notamment la parole de Dieu, les sacrements et l'Église qui nous soutient. Alors c'est ce que les jeunes ont voulu marquer. Nous les avons exhortés à être de véritables disciples de Jésus, de s'efforcer à connaître davantage Jésus, à aimer davantage Jésus, à ressembler davantage à Jésus. C'est la condition sine qua non pour être missionnaire. Dans son homélie, le deuxième cardinal du Burkina a appelé les jeunes à se démarquer du mauvais comportement, de la mauvaise idéologie et à se consacrer à l'Église. Les jeunes qui repartent donc bien édifiés. Ce pèlerinage vraiment a été bénéfique pour nous tous, en ce sens que nous avons pu vraiment mûrir notre foi, comme le thème le dit. Et foi et évangélisation. S'il n'y avait pas ce pèlerinage, on allait vraiment le créer. Ce pèlerinage vraiment était la bienvenue. C'était une première au Burkina Faso sur le thème foi et évangélisation. Nous voyons de nos jours, les jeunes ont besoin beaucoup d'enseignement, surtout en matière de leur foi et surtout de l'évangélisation. Puisque actuellement avec les NTIC, les jeunes ne s'intéressent pas trop à la foi. C'est l'Internet, les loisirs. Mais maintenant, il faut créer des cadres pour les ramener à la raison, les éduquer dans notre foi catholique et les apprendre également à évangéliser, à témoigner de leur foi dans leur milieu de vie. Le premier pèlerinage national des jeunes catholiques du Burkina s'en est donc fini et rendez-vous est pris pour la deuxième édition en 2015. Les bureaux des sections et sous-sections du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, désormais effectifs dans le PONI. L'installation officielle des membres a eu lieu hier à Gawa lors d'une cérémonie qui a réuni les militants et sympathisants du parti venus des quatre coins du PONI. Le reportage de Christophe Da. Seuls les Kadiogo et les Oué n'ont pas encore été visités par la mission du Congrès pour la démocratie et le progrès en charge de l'installation des membres des sections et sous-sections du parti dans les provinces du Burkina. Les membres des structures du PONI, élus le 31 janvier dernier, ont été officiellement investis dans leurs fonctions ce 5 avril sous une chaleur accablante que les militants et sympathisants ont bravé pour venir au contact des responsables centraux du parti. C'est une procédure qui a été initiée il y a un peu plus d'un an de cela. Et pour ce qui concerne donc la province du PONI, c'est juste un aboutissement heureux, comme vous avez pu le constater au regard de la forte mobilisation des militants qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort pour faire en sorte que les bureaux qui ont été mis en place au niveau de la section provinciale, comme au niveau des sous-sections, soient des bureaux consensuels et qui prennent en compte les directives du parti. Parmi ces directives, il y a la question du quota qui recommande 30% de place pour les femmes et autant pour les jeunes. Ce qui a bien été respecté dans le dernier renouvellement des bureaux au PONI qui compte aujourd'hui 150 membres du CDP, dont 13 dans chacune des 10 communes et 20 pour la province. Je place mon mandat sous le signe de la continuité du travail, c'est-à-dire continuer le travail sur le terrain, un travail d'explication, un travail de conscientisation des militants, de sorte à cultiver les vertus de tolérance, de cohésion et d'unité. L'unité et la cohésion, des valeurs sur lesquelles l'on a insisté tout au long de cette cérémonie, comme pour inciter les militants à garder à l'esprit l'intérêt suprême du parti. J'ai interpellé donc les camarades à se conformer aux dispositions statutaires. Ce n'est pas dit qu'il y a des problèmes particuliers, c'est pour une meilleure organisation, pour s'inscrire dans cette nouvelle dynamique que nous avons arrêtée lors de notre 5e congrès. Une nouvelle dynamique à laquelle les uns et les autres n'ont pas manqué d'apporter leurs critiques et suggestions.
Voilà, restons dans la région pour dire que la CENI était le 1er avril à Gawa dans le Poni. Objectif, la révision du fichier électoral pour l'organisation du prochain scrutin présidentiel. La CENI a convié les partis politiques, les organisations de la société civile en vue de la mise en place de la CECI et de la CEPI. Reportage de Sébastien Zengo. La perspective de la prochaine élection présidentielle au Burkina est dans les esprits à cette rencontre de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les conditions et les procédures de mise en place de ces démembrements, CEPI au niveau provincial et CECI au niveau communal, sont au centre de cette rencontre. C'est déjà les préparatifs de 2015. Et il nous faut donc renouveler les structures, puisque sur le terrain, ce sont nos démembrements qui font le travail. Nous sommes chargés de mettre sur pied nos démembrements et puis leur donner les consignes. 6 membres pour la CEPI et 6 autres pour chacune des 10 CECI du Poni, dont 4 pour chaque bureau, sont à choisir. Des bureaux qui devraient voir le jour le 5 avril. Cette fois-ci, on a quand même décidé de faire la part des choses. Que ceux qui vont représenter leurs composantes au niveau de la CECI se retrouvent avec le préfet pour la mise en place en fait, du démembrement qu'est la CECI. Et qu'au niveau de la province, que ce soit au niveau avec le Haut Commissariat pour la mise en place de la CEPI. Et ce sont les responsables des organisations de la société civile, des partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, qui prennent part à ces échanges. Ce qui a été vraiment remarquable, c'est qu'il y a eu des messages d'apaisement, de paix et de consensus qui doivent prévaloir tout au long de ce processus de mise en place des démembrements de la CENI. La mise en place de ces démembrements-là entraîne vraiment des frustrations, des joutes oratoires. Et c'est pour cela c'est bon de se concerter et de dire aux différentes formations d'avoir en ligne de mire le consensus et le dialogue. L'étape du Poni intervient au lendemain de celle du Noubiel et les mêmes opérations sont en cours dans les 2 autres provinces de la région du Sud-Ouest. Débuté hier 5 avril, le premier congrès du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, a pris fin ce 6 avril au stade municipal de Ouagadougou. Il a abouti à l'adoption des statuts et règlements intérieurs, du programme du parti, mais surtout à la mise en place du bureau exécutif national qui compte 59 membres. Reportage Adama Koulibaly. 59, c'est le nombre de membres qui composent désormais le bureau exécutif national du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, auquel il faut ajouter 7 membres S-qualité et un haut conseil du parti composé de 13 personnalités. C'est l'une des décisions au sorti du premier congrès ordinaire du MPP qui a drainé du monde dans la cuvette du stade municipal de Ouagadougou. Cette étape qui consacre l'ancrage du MPP sur la scène politique augure, selon son président, du positionnement du parti pour les échéances électorales à venir. Ce qui nous a préoccupé au cours de ce congrès, c'est d'abord de travailler à ce qu'avec un certain nombre de partis politiques, nous puissions fusionner au sein du MPP. Deuxièmement, l'autre question qui a été notre préoccupation, c'est qu'au sortir du congrès, nous devons travailler à asseoir les structures du parti dans l'ensemble des 45 provinces de notre pays. Et je dois vous dire, nous sommes certainement un parti qui a la taille de ses ambitions. Parce que notre ambition, comme tout parti, c'est la conquête du pouvoir d'État. Et quand vous allez pour conquérir le pouvoir d'État, ce n'est pas en allant dans une configuration réduite. Des motions de recommandation pour l'engagement des militants pour une alternance démocratique au Burkina ont été formulées par les participants à ce premier congrès. Les premiers et deuxièmes vice-présidents ont tenu à saluer l'engagement de tous les militants du MPP. Pour Salif Diallo, le MPP est le parti du peuple, car toutes les couches sociales, selon lui, sont représentées au sein de ce bureau exécutif national qui entend jouer sa partition. Le MPP, c'est le peuple, c'est la jeunesse. Le MPP, c'est la femme du Burkina. Le MPP, c'est le fonctionnaire. Le MPP, c'est le paysan, c'est l'ouvrier. C'est notre peuple en mouvement pour son émancipation. Notre peuple est invincible. Ce parti n'est pas celui de Roch Kaboré, il n'est pas celui de Salif Diallo, ni de Simon Compaoré. Ce parti, c'est le parti du peuple, de la jeunesse et des femmes. C'est pourquoi notre victoire est inéluctable.
Après cette étape donc, le parti compte dans les prochains mois dévoiler son programme de société et travailler à son implantation sur tout le territoire national. Dans moins d'une semaine, la 17e édition de la Journée nationale du paysan qui se tiendra à Fadangourma. Une délégation du gouvernement conduite par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire s'est entretenue à Fada avec la presse nationale. Objectif, faire le bilan des préparatifs de cette grande manifestation. Le reportage est signé Lambert Soma et Aimé Douamba. Les 10, 11 et 12 avril 2014 se tiendra à Fadangourma la 17e édition de la Journée nationale du paysan. À quelques jours de cette importante manifestation, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, accompagné du ministre de l'Eau, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que celui des Ressources animales et halieutiques, ont animé une conférence de presse pour faire le point de l'organisation de cette JNP. De ces échanges avec les hommes de médias, il est ressorti que 3 groupes électrogènes de grande puissance ont été acquis pour pallier à tout déficit énergétique. Aussi, 3 forages ont été installés et connectés au réseau de l'ONEA et des citernes seront disposées sur les différents sites d'hébergement. Les forces de défense et de sécurité sont aussi à pied d'œuvre à travers des patrouilles et des ratissages sur les axes routiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des motifs de satisfaction. Je peux être rassuré parce que tous les signes montrent que les différentes commissions, chacun en ce qui la concerne, a fait un travail admirable. Donc c'est avec une assurance que nous repartons en nous donnant rendez-vous vraiment le 9 soir où nous allons commencer à enregistrer l'arrivée des premiers producteurs. L'agriculture connaît véritablement un accroissement important des productions agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques ces dernières années grâce au soutien multiple et multiforme du gouvernement. Cet accroissement augure certes d'une bonne situation de sécurité alimentaire, mais rencontre des difficultés telles que la conservation et l'écoulement. La transformation se présente à cet effet comme une des alternatives à même d'assurer la conservation durable et la mise en marché maîtrisée des produits agricoles, d'où le thème de cette année, relever le défi de la transformation agroalimentaire pour accroître la compétitivité des produits agricoles nationaux sur les marchés, rôle de l'État et du secteur privé. En rappel, la Journée nationale du paysan vise les objectifs comme l'établissement d'un dialogue franc et direct avec les producteurs autour de leurs préoccupations majeures et proposer des pistes de solutions aux différentes contraintes qui limitent le développement de leur activité. Toujours dans la même veine, une année après son lancement, Bagrépole, dans la région du Centre-Est, constitue de plus en plus un centre d'attraction pour de nombreux investisseurs et acteurs du secteur agro-silvopastoral. Bourama Nia s'investit dans le domaine de l'agrobusiness, son domaine d'activité, la production de paprika, ce piment doux recherché sur le marché international et intérieur. Clin d'œil sur cette exploitation dans ce dossier signé Badaniel Kambo. C'est ce qui est attendu de Bagrépole, offrir aux privés qui le veulent des possibilités d'investissement, ce qui est entendu par ce producteur qui y est installé depuis seulement une saison. Sur une superficie d'environ 20 hectares, M. Bourema Nia a choisi de produire du paprika. Nous sommes sur 20 hectares de production de piment paprika. La production, on a commencé les pépinières à partir du mois de décembre. Et janvier, nous sommes en train de récolter. Je pense qu'avec la récolte, à chaque hectare, nous récoltons 25 tonnes frais. Au niveau du séchage aussi, quand on les sèche, on a à peu près 7, 8, 5 secs, de produits secs. Bourema Nia est d'ailleurs le seul producteur du piment doux sur le périmètre de Bagré et il ne regrette d'ailleurs pas d'avoir fait ce choix parce que la demande est forte sur le marché international. Nous avons effectué beaucoup de voyages à l'extérieur. Nous avons vu le marché du paprika qui est très très demandé. Et nous faisons aussi de la commercialisation du gingembre sec avec des partenaires qui nous ont demandé, écoute, mais vous avez suffisamment de terre, pourquoi ne pas nous produire des paprikas? Et c'est dans cette dynamisme que nous sommes venus dans la production du paprika. Les marchés les plus sollicités sont les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Le paprika est également utilisé comme antispasmodique et antiseptique naturel. Cependant, derrière cet intérêt pour la production du paprika se présente un minimum d'expérience et de technicité à avoir. Quand on a commencé pour 1 hectare, on ne maîtrisait pas bien.
les traitements qu'il faut, les exigences qu'il demande, on ne maîtrisait pas ça. Après avoir maîtrisé cette production, c'est en ce moment que nous avons essayé d'augmenter la superficie à 20 hectares. La chaîne de conditionnement du paprika après la récolte passe par le séchage avant la mise en emballage. Cela répond à des techniques qu'il faut savoir maîtriser. Après avoir récolté ça, il faut sécher ça 24 heures sous le soleil pour faciliter la déshydratation. Ensuite, après les 24 heures, il faut ramener les produits sous l'ombre. Vous le séchez naturellement, mais pas directement avec les rayons du soleil. Donc, c'est une séchage qui permet, de garder la couleur marron. Le deuxième avantage, c'est qu'elle garde aussi l'arôme que le piment dégage. Sur son exploitation de 20 hectares, Bourema emploie plus d'une centaine de femmes et de jeunes, contribuant ainsi à la résolution de la question du chômage et de la pauvreté. Son appel, que d'autres Burkinabés comme lui se jettent dans la production de cette spéculation qu'ils trouvent rentable. L'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso dispose désormais, depuis 2011, d'une unité de recherche en aquaculture, une unité mise en place pour la production de poissons de 10 grammes au profit des pisciculteurs. Elle a actuellement une capacité de production de 10 000 alevins par mois. L'objectif est de trouver une alternative en vue de limiter la quantité de poissons venant de l'étranger. Allons à la découverte de cette unité avec Karim Sissé. Le Burkina Faso produit 12 000 tonnes de poissons par an. Il importe annuellement 50 000 tonnes. Pour répondre aux besoins sans cesse croissants de la population, en vue de limiter l'importation du poisson, il est nécessaire de trouver une alternative, d'où la mise en place d'une unité de recherche en aquaculture à l'Université polytechnique de Bobo, UPB. Une unité qui a vu le jour en 2011. Nous avons développé ici au niveau de l'Université polytechnique de Bobo cette unité en partenariat avec donc des collègues de l'Université de Liège. L'objectif, bien sûr, c'est de produire des alevins que nous allons bien sûr transmettre aux pisciculteurs, à tous ceux qui souhaiteraient, pour pouvoir faire la production donc, de poissons. Dans cette unité de production de poissons, tout commence ici où l'on stocke les géniteurs. Après cette étape, sur celle de la reproduction. Une fois cette phase terminée, les œufs sont déportés dans ces tubes pour éclosion. La phase larvaire semble être la plus délicate. La phase larvaire, elle est très délicate. Les taux de mortalité sont très élevés et il faut bien sûr des moyens pour pouvoir le réaliser. Et le cannibalisme aussi. Donc l'objectif, c'est de déterminer la température optimale qui va permettre de diminuer la mortalité, de diminuer le cannibalisme pour pouvoir avoir des larves, continuer la production jusqu'à atteindre le stade 10 grammes. Pour réussir ce pari de production de poissons, le professeur Aboubakar Togoyini travaille 24 heures sur 24 avec une équipe qui veille au grain. Tandis que certains s'occupent du volet technique, d'autres travaillent à mettre en place de la nourriture made in Burkina Faso pour les poissons. Dans l'aliment, les ingrédients qui interviennent généralement dans l'alimentation du poisson, c'est la farine de poisson et l'huile de poisson, qui sont des produits très chers. Donc, ainsi, pour diminuer le coût des aliments, notre objectif ici, c'est de remplacer ces deux ingrédients, à savoir la farine de poisson et l'huile de poisson dans l'alimentation de cette espèce avec les farines végétales et les huiles végétales. Ici, nous travaillons avec des circuits fermés avec le principe d'eau recirculée. Bien sûr, quand on parle d'eau recirculée, c'est la même eau qu'on utilise permanemment et bien sûr avec une compensation dans le but de recycler notre eau. Donc le matériel que vous voyez là, en réalité, une bonne partie, c'est nous qui les avons faits. On les a fabriqués ici. Et une autre partie également, et ça a été importé de la Belgique. L'unité de recherche en aquaculture de l'UPB produit actuellement 10 000 alevins de 10 grammes par mois. Et la Direction générale des ressources halieutiques se charge de les distribuer aux pisciculteurs. Nous travaillons bien sûr avec la Direction générale donc, des ressources halieutiques et qui sera bien sûr le partenaire chargé bien sûr de croix de transmission entre nous et les producteurs. Il est prévu l'extension de l'unité de recherche en aquaculture de l'UPB. Si cette extension a pu voir le jour, la production pourrait être triplée ou quadruplée, a laissé entendre le professeur Aboubakar Togoyini.
Le projet d'appui au secteur forestier passé au peigne fin par le ministère en charge de l'Environnement. Le projet est financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Suède et le Grand-Duché du Luxembourg. Le reportage de Zalissa Sanfo. Plus de 800 millions de francs CFA ont été déboursés par le programme d'appui au secteur forestier PASF pour accompagner les projets de valorisation des ressources forestières. Objectif: contribuer à la gestion durable et participative des productions forestières. C'est un projet qui vise aussi à accroître la contribution du secteur forestier à l'économie nationale et au bien-être des populations. Et pour atteindre ces objectifs, un comité de pilotage a été mis en place. Réunis ici en session ordinaire, ils veulent faire l'état des lieux de la mise en œuvre de ce programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui également pour faire une évaluation de la mise en œuvre de ce mécanisme, mais également des autres activités que nous avons mises en œuvre dans le cadre du PASF. Et donc nous allons évaluer ça, mais également approuver notre programme de travail 2014. Parce que en analysant ce que nous avons pu faire, nous allons également nous proposer des actions à entreprendre pour 2014. Les différents partenaires ont de bonnes raisons d'accompagner ce projet. Première chose, je pense, qui nous motive, c'est le constat partagé que le domaine de l'environnement, la protection de l'environnement et particulièrement la foresterie est un domaine essentiel qui contribue au développement durable du Burkina et qui est également un secteur très important pour la lutte contre la pauvreté des populations qui y sont impliquées. D'un coût global de 14 milliards de francs CFA, le PASF va durer 5 ans et le lancement des activités est intervenu en juillet dernier. Dans le cadre de son projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural dans la région des Cascades, du centre-ouest et du centre-sud, et du Sahel, la Banque africaine de développement a initié une tournée dans les provinces du Sangué. Objectif, voir les infrastructures hydrauliques réalisées au profit des populations. Le reportage de Jonas Wemba. La Banque africaine de développement, BAD, en compagnie des autorités régionales, constate ce qu'elle a financé. Il s'agit d'un réseau d'adduction en eau potable à partir d'un château de 20 mètres cubes, avec 2 bornes fontaines et 5 branchements privés à Lia et à Iridier, dans le Sangué. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural. C'est un sentiment de satisfaction de voir que les réalisations qui étaient prévues ont été réalisées. Les populations sont enchantées, en tout cas leur accueil le traduit de manière très forte. Mais en même temps, nous interpellons donc toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les responsables du projet, les entreprises, les bureaux de contrôle, mais aussi la mairie, la préfecture, enfin tous ceux qui sont autour et les populations elles-mêmes à veiller à faire en sorte que ces réalisations soient entretenues et soient bien utilisées pour que l'objectif final du projet soit réalisé. La réalisation de ces infrastructures vise à améliorer les conditions de vie des populations et à lutter contre les maladies liées à l'eau. Ces AEPS seront gérés par affermage par des opérateurs privés. Mais bon, pour le moment, c'est la commune qui gère ces ouvrages en attendant qu'un fermier soit recruté pour le faire. Mais ils sont en train de recruter ce fermier-là. Donc, mais c'est un petit comité qui gère le château d'eau, que ce soit au niveau de Lia ou bien de Irédier. Je lance un appel aux populations à beaucoup plus de civisme, de citoyenneté dans la gestion et dans l'utilisation rationnelle de l'eau pour que ça profite à tout le monde et pendant longtemps. La mise en œuvre de ces 2 réseaux d'adduction d'eau potable a coûté près de 81 millions de francs CFA et répond à l'un des objectifs du millénaire des Nations Unies pour le développement, celui de réduire le nombre de personnes sans accès à une eau saine d'ici à 2015. Le ministre de la Justice a procédé au lancement des activités de la 8e édition des Journées Portes Ouvertes sur la justice le vendredi 4 avril 2014 à Dédougou. Parrainée par l'ambassadeur de France au Burkina Faso, cette 8e édition se tient sous le thème « L'accessibilité au service public de la justice ». Le reportage est de Francis Tien. Conférences sur l'accessibilité de la justice, visite du palais et de la maison d'arrêt ont été les temps forts de la 2e journée de la 8e édition des Journées Portes Ouvertes sur la justice. Ces différentes activités visent à permettre aux acteurs de la justice de communier avec les justiciables. Chaque année, régulièrement, nous organisons ces Journées Portes Ouvertes
pour que le public puisse comprendre comment fonctionnent les institutions de la justice, comment on peut rester en justice, comment lorsque on a une cause qui mérite d'être portée devant les magistrats, comment faire pour, n'est-ce pas, faire entendre cette cause. En choisissant de communiquer sur l'accessibilité de la justice, le garde des Sceaux veut briser les barrières qui séparent l'institution du justiciable. Cette année, le thème que nous avons entendu développer est de faire comprendre que la justice est un service public comme tout autre et que le public ne doit pas rejeter la justice, le public ne doit pas se sentir effrayé par le déroulement des procédures judiciaires. Le public doit plutôt chercher à comprendre comment ça se passe. Selon le parrain, le thème de la 8e édition est en adéquation avec la politique judiciaire du Burkina. Partout, la justice est mal connue et le rapport du public au juge est compliqué, ici comme en France. Et toutes les tentatives de faire comprendre aux justiciables, aux citoyens, qui sont les juges, comment ils travaillent, quel est leur objectif. Leur objectif est de rendre la vie des citoyens plus facile, plus simple, de trancher des conflits. Et tout ça est très utile. Pour prouver l'accessibilité de la justice, le palais a ouvert ses portes au public. La visite a permis aux justiciables de découvrir ou de redécouvrir l'univers judiciaire. Après le palais, les autorités se sont rendues à la maison d'arrêt. Là, elles se sont imprégnées des conditions de détention des prisonniers. Afin de rapprocher davantage la justice du justiciable, le ministère de la Justice a entrepris depuis quelques années un certain nombre d'activités, notamment la construction de nouveaux palais. Direction à présent le sud-ouest, à Kamti plus précisément, où il n'est pas aisé de se frayer un passage sur la route nationale numéro 12 les mardis jours de marché. Que se passe-t-il? Précision dans ce reportage signé Draman Dadian. Kamti sur la route nationale numéro 12. Difficile de se frayer un chemin ici les mardis jour de marché. Les marchands occupent la voie et cela rend la circulation difficile. On a beau parler, mais rien ne change. Cette voie-là, vraiment, quand je passe, je suis écœuré de voir le jour de marché qu'il faut même avoir le stress quand on passe et de peur d'être écrasé. Courant janvier à février, 10 cas d'accidents mortels ont été enregistrés sur les lieux. Et malgré les actions de sensibilisation, les marchands sont encore loin de céder le passage, une situation embarrassante pour l'autorité communale. Le problème du marché de Kamti est un problème crucial. Donc cela est dit déjà au cas du lotissement. Et l'enceinte du marché a été morcelée et attribuée aux gens qui étaient là déjà. Et si bien que le marché est très restreint. Le marché est petit, c'est à cause de ça qu'on est sur la voie. Et déguerpir là vraiment, c'est vraiment, si on nous donne nos droits, on peut déguerpir. Aux yeux de tous, l'idéal serait d'envisager la construction d'une gare routière à Kamti et de déplacer le marché sur un nouveau site. Le jour de 8 mars, les femmes ont abordé la question, disant qu'ils demandent de façon impérative que le maire puisse construire le marché pour qu'il y ait un marché digne de nom à Kamti. Et tout de suite, j'ai répondu, si vous, les femmes, vous voulez que le maire construise le marché, il faudra prendre les tickets. C'est le collecteur, puisque toute l'année, nous avons récolté une somme de 270 000 francs. Donc il y a un problème. Le maire en appelle donc au civisme fiscal pour le développement de Kamti, une commune de 117 villages officiellement reconnue avec plus de 44 000 habitants selon les statistiques de 2006. Handicap International veut aider les personnes handicapées dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle. Cette organisation vient de mettre à la disposition de ce groupe vulnérable environ 400 millions de francs CFA pour leur prise en charge. Le montant va surtout aller à la subvention de leurs soins et à la formation du personnel médical d'accompagnement. Le reportage de Emmanuel Cabré. C'est un atelier pour informer les principaux partenaires du projet sur le contenu, son démarrage officiel et susciter une adhésion pour sa mise en œuvre. Entre autres objectifs, il s'agit d'échanger avec les acteurs sur leur rôle et leurs responsabilités dans ce projet. C'est la deuxième phase du projet Réadaction qui va couvrir la période de 2014 à 2017 d'un coût global de plus de 400 millions de francs CFA. Donc on a estimé que les besoins en réadaptation fonctionnelle
n'était pas totalement couvert avec la première phase du projet qui a mis en place notamment cet atelier d'orthoprothèse, mais qui a aussi mis en lien les centres à base communautaire avec ce centre de référence. Et donc voilà, dans le but d'augmenter encore la qualité, mais aussi de favoriser l'accès financier aux soins, il y a un deuxième cycle de projet qui démarre aujourd'hui. La première phase du projet avait doté le CHR de Tinkodogo d'un centre d'orthoprothèse pour mieux prendre en charge les populations. Nous, en tant qu'association de personnes handicapées, d'abord, nous nous félicitons du fait qu'il y ait eu une deuxième phase. À la première phase, nous y étions. Et depuis lors, nous avons travaillé de façon à ce que, en fait, les associations, les personnes handicapées puissent adhérer en fait, à ce projet de réadaptation. Ce projet complète le paquet de soins que nous pouvons offrir à nos populations. Assez classiquement, on dit que les soins sont promotionnels, préventifs, curatifs et réadaptatifs. Le côté réadaptatif, nous ne pouvions pas l'assurer, mais avec ce centre, nous pouvons offrir maintenant des soins complets. Handicap International, promoteur de ce projet, s'est dit convaincu que l'ensemble des acteurs s'engageront et joueront pleinement leur rôle durant les 4 années de la mise en œuvre de ce projet. Cinéma et développement local, c'est le thème du festival Ciné Village qui se tient cette année à Kouila, village de la commune rurale de Zignaré. Un festival destiné à faire découvrir les films aux populations des zones rurales. Le reportage est signé Sali Nana. Éduqué par l'image à travers des soirées de projection de films et documentaires burkinabés. Ce concept est de l'association Ciné Village qui s'est fixé pour objectif d'offrir à voir des œuvres cinématographiques à des populations rurales qui très souvent n'ont pas la possibilité de voir des films qui éduquent et sensibilisent. Un circuit itinérant de cinéma qui a permis aux populations de Kouila, situées à quelques kilomètres de Zignaré et de celles des villages environnants, de découvrir des films variés. En regardant ces films, il y aura beaucoup plus de changements de mentalité et même permettre à cette jeunesse qui regarde les films de s'intéresser également au métier du cinéma. Donc c'est des opportunités pour eux de rencontrer des réalisateurs, de rencontrer des techniciens, de rencontrer des comédiens qui n'ont pas l'habitude de voir en face d'eux. Le cinéma contribue beaucoup et quand je vois ce soir l'affluence, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas tort et nous n'avons pas tort non plus de les soutenir. Ces 72 heures de projection en plein air de Kouila contribuent à diversifier l'offre culturelle aux populations rurales. Le festival Ciné Village, c'est également un cadre d'apprentissage et d'expression. Une occasion qui a permis de former des femmes amoureuses du 7e art au métier de cinéma. On les initie à manipuler la caméra, allumer, éteindre et dire voici l'outil que vous pouvez utiliser pour parler de vos problèmes. Et en 2 jours, c'était vraiment une belle expérience et ces femmes ont fait des petits films de 5 minutes pour raconter un peu leurs conditions de vie dans le village. J'ai appris à tenir caméra. Bon. J'ai appris à prendre les sons là. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Depuis sa création il y a maintenant 2 ans, le festival Ciné Village de Kouila offre à voir des films récents pour la plupart. En dehors des soirées de projection, c'est une opportunité pour les habitants de Kouila de faire de bonnes affaires à travers une foire où chacun y trouve son compte. Voilà, elles sont géniales, les femmes de Kouila. Ceci dit, parmi les manifestations entrant dans le cadre du lancement des activités de la RTB2 Plateau Central, le sport a tenu une place de choix. Un match de football a été organisé entre le club de la RTB et celui des fonctionnaires de Zignaré. Le reportage de Maxime Zongo. Pour ce dénouement en apothéose des activités sportives entrant dans le cadre de l'ouverture officielle de la RTB Plateau Central, le football, sport roi était également à l'honneur. Le temps a été donné par un match gala qui a mis aux prises l'équipe de la RTB en maillot vert venue directement de Ouagadougou
a eu de sélection des fonctionnaires de Zignaré en rouge. Ce match équilibré et passionné à suivre a tourné à l'avantage des fonctionnaires de Zignaré, beaucoup plus réalistes en attaque. Résultat en fin de partie, 1-0 pour les fonctionnaires. La seconde rencontre, qui était davantage beaucoup plus disputée, aura tenu le public en haleine. L'équipe des leaders en maillot blanc, très inspirée et plus percutante en attaque, étouffe d'entrée de jeu l'adversaire du jour, arc-en-ciel en jaune-rouge. Et c'est tout naturellement que les Blancs parviennent coup sur coup à planter 2 buts à l'adversaire qui n'aura pas démérité. Score final 2-0 pour l'équipe des leaders. La jeunesse a besoin de ce genre de loisirs pour s'amuser. Donc on a besoin de ça pour mieux se frotter et mieux, en plus, tisser des relations. Initié par le club RTB Zignaré, ce tournoi a bénéficié de l'appui d'illustres fils de la région. Une démarche, selon eux, destinée à créer un cadre d'émulation au profit des jeunes. C'est bien d'avoir intégré le sport. Et comme vous le savez, c'est je dirais, une activité qui fait regrouper, qui renforce la cohésion. Et c'est vraiment bon pour pour une région. Et je crois que prochainement, ce qu'on va tenter de faire, c'est voir comment l'amener au niveau donc, de la région en faisant de sorte que chaque province puisse participer. De nombreux prix en nature et en espèces ont été remis aux acteurs à l'issue de la rencontre. Outre le football, plusieurs activités dont des jeux de société étaient également au programme. Voilà, c'est la fin de votre journal. Toutes les équipes qui ont réalisé le 20h cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Un merci particulier pour nos compatriotes du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo pour leurs mots d'encouragement.